Salam alaikum. Marhaba. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ici au laboratoire d'anatomie. Et c'est le premier atelier de chirurgie dermatologique, en tout cas à la faculté. On va, Inch'Allah, commencer comme ça, puis j'espère faire d'autres ateliers encore plus étoffés parce que c'est vrai qu'on a consacré, grâce à l'effort de Monsieur Hamel, toute une journée à ce genre de chirurgie dermatologique. Mais vous allez voir qu'une journée ne va pas suffire. On a quand même étalé 3 ateliers, mais on sera obligé d'aller vite et ce ne sera pas suffisant. Donc le but, c'est de faire on va dire un premier épisode aujourd'hui et puis d'instaurer par la suite toute une série de formations dans ce sens. Et un seul atelier va normalement devoir nous prendre une journée entière. Donc, tout d'abord, je remercie Monsieur le professeur Hamel d'avoir justement eu cette idée pour faire cette initiative. Et c'est vraiment un réel plaisir d'être à ses côtés aujourd'hui. Il est notre maître à nous tous et je le remercie encore une fois. Euh, Merci aussi au laboratoire La Roche-Posay pour les efforts fournis. Et donc, sans trop tarder, nous allons commencer. Vous avez le programme de la journée. Je pense que vous avez déjà eu un aperçu sur le programme. Nous allons commencer par un premier atelier de 9 heures, donc comme prévu jusqu'à 11 heures, 11 heures et quart, qui sera consacré aux sutures. Les sutures, donc le matériel, les techniques de suture et tout. Puis le deuxième atelier sera celui d'une exérèse. Vous faites tous des exérèses de tumeurs et donc il faut connaître certaines notions, c'est très important. Et puis le plus souvent, les pertes de substances à la suite d'exérèses tumorales se ferment par une suture directe, mais parfois ça nécessite des petites autoplasties. Et je pense que c'est toujours utile pour vous d'avoir une idée par rapport aux différentes autoplasties possibles. Aujourd'hui, on fera une initiation, Inch'Allah, à propos de ce genre de technique. Voilà, donc avant de commencer très très rapidement, est-ce que ça répond à vos besoins? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir? 2, 3 réponses très rapidement. Ou alors ça couvre tout ce dont vous avez besoin. Ou dans 3 secondes. À la fin de la journée. Non, mais déjà, non, vous savez pourquoi? Voilà. C'est ça. C'est-à-dire pour m'attarder sur les choses qui vous posent problème. Parce que donc ça, c'est un premier atelier d'initiation, mais par la suite, il y aura des ateliers à un niveau plus avancé. Peut-être que tout le monde va assister par la suite, parce qu'il y a une demande des autres dermatologues. Donc, mais on fera des programmes pour répondre aux besoins. c'est ça, justement. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. L'essentiel, c'est de servir, de répondre à vos besoins. C'est pour ça que je commence par vous poser la question pour orienter la présentation et justement ce qu'on aura à faire sur le plan technique vers vos besoins. Et de toute façon, on en reparlera alors dans ce cas au fur et à mesure. Monsieur Hamel, vous voulez dire un petit mot? Non, c'est bon, donc on va commencer. On va commencer dessus. Très bien. Très très bien. Voilà. Ah bah, d'accord. Là, c'est les maîtres des maîtres qui vont aider à l'encadrement. Voilà. Voilà. Donc, c'est Hassan, comment faire pour passer la présentation? Nous allons commencer par les sutures. Elle sera enregistrée. Il y a déjà. Assister, ou là qui veulent revoir donc, par la suite, il y aura donc un enregistrement. Tout est enregistré, on le mettra sur CD pour les générations futures. Pardon, un fichier, voilà, bien sûr, sur support informatique en tout cas. Voilà. Donc la première présentation. Voilà. On peut retirer cette barre, c'est possible. Vous voulez là? Cette barre-là. C'est bon, d'accord, ça pas de souci. Alors donc, on va parler des sutures, mais pas n'importe quelle suture. Des sutures avec certaines notions quand même d'esthétique, des sutures qui vont nous permettre d'obtenir un résultat satisfaisant sur le plan esthétique. Donc, mais pourvu que ça marche. Voilà. Donc, nous allons procéder par le plan suivant. Donc, avant de commencer à suturer, il faut connaître certains principes généraux, notamment le fil, c'est quoi un fil, de quoi il est fait, quels sont ses composants. Donc, puis le matériel de suture, le laboratoire
vous a offert des boîtes très bien étoffées, sincèrement. Je m'attendais juste à des trucs jetables, mais je vois que c'est même mieux. Donc c'est une bonne. C'est stérilisable, et réutilisable, donc magnifique, sincèrement. Donc ce qui fait, vous allez devoir vous familiariser avec les instruments que vous avez. Et vous allez devoir apprendre les tenir déjà dans un premier temps. Je pense que vous êtes de niveaux différents, certains peut-être en première année, d'autres en quatrième année. Certains n'ont jamais pris entre les mains des instruments de chirurgie, d'autres sont bien familiarisés avec les instruments. Mais on va aller step by step. Voilà. Donc voilà. Et donc le matériel de suture, vous allez devoir le connaître d'abord, puis le tenir et l'utiliser. Et puis nous allons parler du nœud chirurgical, comment le faire, comment faire un petit nœud. Vous aurez à le faire quoi qu'il en soit quand vous opérez. Les techniques de suture, il y en a plusieurs, soit des points simples, soit des surjets. Et on va bien sûr faire la différence entre les deux. Vous n'allez pas pouvoir apprendre toutes les techniques de suture aujourd'hui, mais peut-être l'essentiel. Voilà. Et puis nous parlerons de certains cas. Mais après, il y a des notions de base très importantes. La première, c'est que quand vous retirez une tumeur ou quand vous fermez une plaie, le premier message à retenir, c'est qu'il faut fermer plan par plan. Il faut fermer tous les plans. Si la perte de substance atteint le muscle, vous allez donc devoir fermer la ponévrose, le plan graisseux, le plan dermique surtout, et puis éventuellement le plan cutané superficiel s'il le faut. Et puis, il faut éviter tout décalage, que ce soit dans le sens vertical ou dans le sens transversal. C'est une notion extrêmement importante et vous allez devoir apprendre à manipuler la peau avec douceur. Et ce mot douceur, si vous prenez note, vous devez utiliser un stylo rouge pour écrire ce mot douceur. Il faut manipuler la peau vraiment comme un bébé, voire même plus, pour vraiment éviter de la léser. Parce que si elle est traumatisée, eh ben ça peut pas marcher. Voilà. Et l'essentiel aussi, c'est de suturer le derme. C'est le derme qui est la structure solide au niveau de la peau. Et donc, c'est le derme que vous allez devoir fermer pour obtenir un bon résultat. Bon, il y a toute une panoplie d'instruments. On va parler de l'essentiel en utilisant les boîtes. Et puis maintenant, les fils. C'est quoi un fil? Donc, pour savoir c'est quoi un fil, ben, vous avez d'abord l'emballage. Je ne sais pas si on peut distribuer, s'il vous plaît, les emballages de fil. Il faut savoir lire déjà ce qui est écrit sur l'emballage du fil. C'est très important. Et vous savez, un fil, chaque fil diffère de l'autre par rapport à sa structure, par rapport à ses dimensions et par rapport à ses caractéristiques physiques. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas faire beaucoup de théorie et passer directement à la pratique, mais sachez qu'il y a deux types de fils. Il y a des fils qui sont tressés, d'accord, et il y a des fils qui sont monofilaments, et donc déjà, ça c'est une notion importante. Les fils qui sont tressés, comme c'est un ensemble de monofilaments qui sont tressés, vont donc être solides, mais ne vont pas coulisser facilement. Alors que les fils qui sont de type monofilament seront moins solides, mais coulissent facilement. Et les noms commerciaux, il y en a plusieurs. Vous allez voir, se dire certains exemples. Il y a aussi d'autres types de fils, mais sont rentrés dans les détails qui sont gainés, d'autres qui sont câblés. Mais bon, le plus important, c'est de retenir les monofilaments et les fils tressés. Les tressés comme le vicryl, par exemple, et le monofilament comme le monocryl ou comme le nylon. Et nous allons voir quelques exemples. L'autre chose qui distingue deux fils, c'est le diamètre. Et le diamètre, vous allez voir, je pense que vous le savez déjà, on va du plus fin au plus gros. Il y a différentes nomenclatures, mais celle qui est la plus utilisée, c'est la nomenclature traditionnelle, c'est-à-dire on parle alors de fil 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0. Plus on rajoute les zéros, plus c'est fin. D'accord? Donc, et puis il y a le fil 2, le fil 1, ça c'est des fils qui sont gros, et les fils qui sont encore plus fins, c'est les 2 0, 3 0, 4 0, ainsi de suite. Voilà. Alors, voilà. L'autre caractéristique qui distingue deux types de fils, c'est les fils qui sont résorbables et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y aura des fils qui vont se résorber spontanément
Et donc, ça sera des fils qui seront utilisés en profondeur au niveau du derme, au niveau de la graisse, au niveau des aponevroses, et des fils qui ne se résorbent pas et que vous allez devoir donc retirer. Et ce sera les fils, les nylons, par exemple, ou en tout cas, c'est ce qu'on appelle fil à peau que vous allez utiliser en superficie et que vous allez donc devoir retirer. Voilà, donc maintenant, tout ce dont j'ai parlé est mentionné sur l'emballage du fil. Et quand vous prenez un fil, quand l'infirmière va vous servir pour vous donner un fil, étant débutant, ayez le réflexe de lire ce qui est sur le fil. Vous allez trouver tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire est-ce que c'est un monofilament ou un fil tressé, est-ce qu'il est résorbable ou non résorbable, son diamètre, la longueur du fil. Aussi, il y a des fils de 30 centimètres, d'autres moins longs, d'autres plus longs, donc ça dépend. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aiguille. Il y a l'aiguille avec toutes ses caractéristiques. Bon, avant de parler des aiguilles, bon, on a parlé des fils résorbables et on a plusieurs et la durée de résorption diffère d'un fil à l'autre. Je pense que ça serait trop long si on voudrait entrer dans tous ces détails, mais sachez que la résorption diffère. Pour certains fils, la résorption se fait en 15 jours. Pour d'autres, ça va nécessiter un mois, voire plus. Et donc, c'est une caractéristique à prendre en considération quand vous faites vos sutures. Tout dépend de ce que vous êtes en train de suturer. Vous avez ici donc un tableau qui récapitule la durée de résorption, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails et je veux qu'on passe directement à la pratique. Voilà. Alors, maintenant, les aiguilles. Les aiguilles, toutes les caractéristiques des aiguilles est mentionné aussi sur les emballages. Et qu'est-ce qui est important à avoir déjà? De distinguer deux familles d'aiguilles. Je parle de tout ce qui est chirurgie dermatologique. Ce qui vous intéresse, c'est de distinguer deux sortes d'aiguilles. Les aiguilles à pointe triangulaire et les aiguilles à pointe ronde. Quand vous suturez la peau, et si vous choisissez une aiguille à pointe ronde, vous allez vous rendre la vie très difficile parce que l'aiguille ne va pas passer au niveau de la peau. Vous allez devoir forcer, ça va se casser et vous risquez de dilacérer la peau et ça sera pas bon. Il faut choisir en ce qui vous concerne les aiguilles triangulaires. Chez nous au service, on travaille le plus souvent avec les aiguilles triangulaires. On utilise les aiguilles rondes quand on a à suturer une structure profonde qu'on ne veut pas traumatiser, comme par exemple les aponevroses. Mais sincèrement, je pense qu'en chirurgie dermatologique, on utilise presque toujours les aiguilles triangulaires. Il y a d'autres pointes d'aiguille, comme les aiguilles spatulées, par exemple, et c'est utilisé surtout en ophtalmologie. Il y a des aiguilles un peu particulières en fonction des spécialités, mais la principale caractéristique, c'est la pointe qui doit être triangulaire. L'autre caractéristique, c'est la courbure. Vous voyez ici, la courbure de l'aiguille, elle n'est pas toujours la même. Vous avez déjà sur l'emballage, je ne sais pas lequel des fils vous avez, mais sur l'emballage, c'est mentionné aussi la courbure de l'aiguille. Moi, chez moi, sur le fil que je tiens à la main, la courbure est de 3/8. Peut-être que vous, ça fait la moitié d'un cercle, parfois moins, parfois plus. Et donc, il y a des courbures particulières. Il y a des courbures en hameçon qu'on utilise parfois pour le palais. Donc, ça diffère d'une aiguille à l'autre. Ce que vous utiliserez le plus souvent, c'est des aiguilles avec une courbure de 3/8, pointe triangulaire. Mais il y a aussi, pas que ça, il y a aussi la longueur de l'aiguille. La longueur de l'aiguille est une notion très importante. Moi, ce que je tiens ici à la main, c'est un fil dont l'aiguille est de 30 millimètres. C'est une grande aiguille. Donc, vous n'allez pas utiliser cette aiguille pour, je sais pas, un petit névus, vous retirez un petit névus, vous utilisez une aiguille d'une longueur pareille, ça va pas être, en tout cas, ergonomique quand vous travaillez. Donc, vous allez devoir utiliser, je sais pas, une aiguille de 15 millimètres ou moins. Ça dépend de la finesse de votre travail. Voilà, vous avez ici les différentes courbures dont on a parlé. On a parlé de 3/8, on a parlé d'un demi-cercle, on a parlé d'une courbure en hameçon. Donc, il y a différents types de courbures et c'est une notion qui est importante. Voilà un exemple d'aiguille triangulaire. Quand on parle de triangulaire, c'est la pointe qui est triangulaire. Et donc, ça passe facilement et vous n'aurez pas beaucoup de difficultés. Il y a les pointes rondes, comme j'ai dit, mais on a parlé de ça, c'est pour les structures profondes. Il y a d'autres types de pointes, mais ça concerne d'autres spécialités. Voilà, donc vous avez par exemple ici sur cet emballage tous les éléments qui sont écrits. À votre avis, les 75 cm, c'est quoi? La longueur du fil. Et puis là, vous avez 3/8 de cercle, c'est quoi? C'est la courbure de l'aiguille. Et puis vous avez un petit triangle ici, ça signifie quoi?
voilà, triangulaire, vous devez chercher sur l'emballage un triangle avant d'ouvrir le fil. S'il y a un triangle, c'est que c'est bon, vous pouvez l'utiliser, ça facilite le geste. S'il n'y a pas de triangle, demandez le triangle. Voilà. Et puis vous avez ici bien sûr le nom commercial et vous avez la nature, voilà, des résorbables, c'est du Vicryl qui est résorbable, qui est tressé. Donc tous les éléments dont on a parlé sont mentionnés sur l'emballage et j'espère que à partir de cette brève présentation, vous allez au moins, ça c'est le premier objectif de la journée, savoir lire l'emballage d'un fil pour choisir le fil qu'il faut. Voilà. Après, bon, on va passer maintenant à ce qui est plus pratique. Donc, c'est la réalisation de nœuds. La réalisation de nœuds, la réalisation d'un point. Le point est un ensemble de nœuds. C'est 2, 3 nœuds. D'accord? Donc, vous allez devoir apprendre à réaliser d'abord un nœud pour faire un point. D'accord? Donc, et ça, on va le faire progressivement. Il y a des vidéos pour ça. Et le plus important sur cette diapositive, il y a différentes iconographies, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui est le plus important sur cette diapositive? Le plus important dans cette diapositive, c'est ce mot, plat. Il faut que votre nœud soit plat quand vous réalisez votre geste. C'est quoi plat? C'est ce que nous allons expliquer dans quelques instants sur en pratique. Voilà. Et bon, ça, il y a une sorte de demi-clé, mais tout ça, c'est pour surtout les chirurgiens viscéralistes, pour nous-mêmes en travaillant dans des cavités, mais ça, demi-clé ou pas demi-clé, je pense que pour vous, c'est pas l'essentiel. Et voilà, je vais très rapidement parcourir sans mots les différentes diapositives pour vous dire qu'il y a plusieurs types de sutures, des points séparés et de différentes manières, des points, c'est-à-dire soit superficiels, soit dermiques inversés, soit en cadre, en U, des points d'angle, des points de Blair-Donati, des points appuyés, et puis ce qu'on appelle des surjets. Des surjets, c'est quand on n'arrête pas le fil. On fait un premier point et puis on passe sans couper le fil et on fait un nœud à la fin et on coupe. On aura donc tout un ensemble de la plaie ou l'ouverture suturée d'un bout à l'autre sans utiliser de ciseaux. Donc, je fais passer les diapositives sans dire un mot parce que nous allons revoir tout ça sur des petites séquences vidéo et sur des diapositives auxquelles je vais revenir, mais en pratique, voilà, étape par étape. Pour résumer, voilà donc ce que vous devez apprendre, j'espère, aujourd'hui, c'est de réaliser ça et ça. C'est-à-dire savoir fermer par des points séparés et ce qu'on a dit déjà à la diapositive initiale, point plan par plan. Et pour faire plan par plan, il y a différents types de sutures. À la fin de votre suture, regardez ce qu'il faut obtenir, non pas une cicatrice plane, mais une cicatrice surélevée. Et cette surélévation est très importante parce que vous savez que toute cicatrice a tendance à s'invaginer. Si vous obtenez une cicatrice parfaite en post-opératoire immédiat, c'est pas bon. Il faut pas qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle soit surélevée. En s'abaissant, en s'invaginant un petit peu avec le temps, à peine elle deviendra à niveau et ce sera donc un résultat à long terme qui sera parfait à long terme. D'accord? Donc, on va faire l'exercice tout à l'heure. Et puis, tous ces types de surjets, on va essayer de les réaliser si le temps le permet. Voilà, donc j'espère que l'essentiel est passé par rapport aux différentes c'est-à-dire connaissances à savoir avant de passer à la pratique. Est-ce que vous avez des questions par rapport au fil, type de fil et la distinction entre un point simple et des surjets? Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on passe à la pratique, mais avant, je donne la parole à notre maître, monsieur le professeur Benchimra, s'il y a des choses à rajouter, un petit mot, des choses que j'ai peut-être oubliées. Non? Rien à rajouter. Très, très bien. Je pense que juste par rapport à cet apprentissage, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas tout retenir. Le plus important, c'est ce que je faisais quand j'étais jeune, j'avais des boîtes et je le pratiquais sur n'importe quoi. C'est-à-dire, la première des choses, c'est d'apprendre à manipuler les instruments. Au début, c'est vrai qu'on a eu des difficultés, comment faire passer les dés, parce que vous savez que l'aiguille est courte, il faut suivre sa trajectoire, vous tenez avec lui, vous récupérer avec les deux. Une boîte, c'est une boîte d'alimentation. Et pas d'instrument.
Le principe, pour l'avoir, Ah, c'est bon. Voilà. Merci. Alors, voilà. Donc, on va donc commencer. Donc, vous avez pris connaissance des messages clés à retenir pour la raison de la suture, de ce qui est de tous les types de fils pratiquement les plus importants pour vous et ce qu'il faut savoir lire sur l'emballage. On va maintenant faire connaissance avec les instruments. Donc, je me permets de prendre votre boîte en attendant de me donner la mienne. Donc, ouvrez vos boîtes, s'il vous plaît. Et sincèrement, c'est des boîtes, vraiment, je ne m'attendais pas à ça, c'est bien. On va d'ailleurs prendre ce qui reste comme boîte. Hein? Bien sûr. Ah, des ouvertures. Là, on place les autres ateliers, bien sûr. Ah, ouais. انت سي حسن زوم على هذه البلاصه بالضبط بلاصه لي زانسترومون. Voilà. Alors, s'il vous plaît, est-ce que il faut déposer tous vos instruments? Vous pouvez les aider. Il faut déposer tous les instruments devant vous. C'est bon? C'est bon. Elle est juste pour déposer tous les instruments. Ça. Donc, s'il vous plaît, donc, il y a tellement de choses à dire que... Alors, pour ceux qui n'ont jamais... Merci. C'est bon. Alors, voilà. Donc, on va faire connaissance, s'il vous plaît, avec les instruments. Et je vous invite à fixer ce qui est sur le tableau, ce qui est sur l'écran. Qu'est-ce qui est sur l'écran? Les instruments que j'ai déposés ici sur la table, je ne les ai pas déposés n'importe comment. Et ça, c'est important aussi à retenir. Et quand on m'a enseigné la première fois, quand je suis rentré au bloc, c'était en chirurgie pédiatrique à Casablanca, la phrase qu'on a utilisée pour déposer ou disposer le matériel sur la table opératoire était de déposer, s'il vous plaît, était de déposer le matériel suivant un ordre précis. Cet ordre, c'est inciser, pincer, couper. Donc, vous allez donc poser, si vous êtes droitier, bien sûr, si vous êtes droitier, vous allez déposer la lame, le porte-lame, c'est ce qu'on appelle donc porte-lame, c'est ce qui va porter votre lame du côté gauche de la table, avec la pointe de l'instrument regardant vers le centre de la table. Juste à côté, vous allez déposer ce qui va vous servir à pincer. Vous allez donc déposer à votre gauche ce qui va vous servir à inciser, et puis ce qui va vous servir à pincer. Et ce qui va vous servir à pincer, c'est ce qu'on appelle pince à disséquer. Et ces pinces à disséquer, ici en chirurgie dermatologique, sont de type Addson. Ça s'appelle Addson. Et vous avez devant vous deux types d'Addson, deux types de pinces à disséquer. Une avec des griffes et une sans griffes. Donc, on aura alors jusqu'à présent un porte-lame, des pinces à disséquer de type Addson, une avec griffes et une sans griffes. Et puis, si on reprend la phrase, inciser, pincer, couper. Après, les instruments qui vont vous servir à pincer, vous déposez les instruments qui vont vous servir à couper, c'est-à-dire des ciseaux. Et les ciseaux, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un seul type de ciseaux. Il y a des ciseaux droits, comme celui-là. Ce sont des ciseaux qui coupent le fil. Et il y a des ciseaux qui permettent de disséquer, comme les Metzenboom, et d'autres plus fins, comme les Stevens. Il y en a plusieurs. Le but n'est pas de vous enseigner aujourd'hui tous les types de ciseaux. Mais déjà, l'ordre de disposition du matériel est important.
Et voilà, donc vous déposez juste après les pinces à disséquer le ciseau qui va vous servir à couper le fil. Juste après, c'est-à-dire sur votre droite, vous déposez des pinces à disséquer, c'est ce qu'on a, des pinces, pardon, ce qu'on appelle des Alsted, pour éventuellement clamper un petit vaisseau et on les utilise aussi pour décoller parfois. Devant vous, sur votre gauche, c'est-à-dire devant, en avant des instruments que vous aurez déjà déposés, sur la gauche, vous mettez ce qui va vous servir à suturer. C'est ce qu'on appelle porte-aiguille. Le porte-aiguille doit être déposé avec les deux, la pointe qui regarde aussi vers le centre de la table. Ceci est important sur le plan asepsie. Aucune des pointes des différents instruments ne doit regarder vers la périphérie de la table, mais plutôt vers le centre de la table. Donc, en déposant tout ce matériel, vous serez équipé de tout ce qu'il faut pour faire de la petite chirurgie dermatologique, des exéreses de petites tumeurs, de nevus, des sutures simples. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Vous avez retenu incisé, pincé, coupé, porte-lame, pince à disséquer, ciseaux droits, ciseaux à fil, type maillot ou pas maillot, mais en tout cas ciseaux à fil, et Alsted pour clamper éventuellement, et le porte-aiguille. C'est bon? Voilà. Si c'est bon, maintenant que vous avez pris connaissance des types de fils, des types d'instruments, des messages principaux à retenir pour réaliser une suture de type esthétique correct, il faut maintenant savoir manipuler ces instruments. Donc pour ceux qui débutent, c'est pas n'importe comment qu'on va tenir un porte-aiguille ou une pince à disséquer. Il y a des connaissances à avoir. Alors, on va commencer par la pince à disséquer. Comment vous la tenez? Est-ce que quelqu'un, comme un stylo, très bien. Et voilà, pour résumer très rapidement, il faut la tenir effectivement comme un stylo et non pas comme un cornet de glace. C'est-à-dire, on a vu des personnes tenir comme ça, comme si c'est pour... d'accord. Donc non, le but n'est pas ça. Le but, c'est de tenir comme un stylo avec le segment, voilà, on va dire proximal, orienté vers le haut et la pince vers le bas. Et puis, de pincer avec... de coincer la pince entre pouce et index et majeur. Comme ça, vous tenez et vous manipulez avec délicatesse les différentes structures cutanées. Avec griffe ou sans griffe, avant que j'oublie, et contrairement à ce que vous pensez peut-être, la pince à disséquer avec griffe traumatise moins que la pince sans griffe. Parce que étant doté de griffes, ça vous permet de récliner la peau avec douceur. Il faut bien sûr pas appuyer et traumatiser la peau, et c'était le principal message sur lequel j'ai insisté tout à l'heure. Mais ça vous permet de récliner sans avoir à appuyer. Si vous choisissez la pince à disséquer sans griffe, vous allez devoir appuyer fort pour récliner la peau et vous allez la traumatiser, vous retrouver avec une contusion cutanée étalée sur toute la longueur de vos berges. Alors maintenant, il faut savoir tenir un porte-aiguille. Comment vous tenez un porte-aiguille? Vous allez devoir le tenir comme le tient un coiffeur, tout simplement. Comme toutes les professions qui utilisent des ciseaux et qui utilisent voilà, c'est-à-dire les chirurgiens qui utilisent les porte-aiguilles, comment vous le tenez? Le pouce? Très bien. Donc le pouce et l'index. Donc vous mettez, je ne sais pas si voilà, on arrive à voir, si tu peux s'il te plaît zoomer. Donc vous avez, alhamdoulilah, tous un pouce et un quatrième doigt de la main dominante, quelle qu'elle soit. Donc, vous mettez votre pouce à l'intérieur voilà, du petit cercle, là, au niveau voilà, pour dire les choses simplement, au niveau du porte-aiguille, et le quatrième, et non pas l'index, comme ce que vous faisiez quand vous étiez enfant, pour couper des papiers. Là, c'est différent. Vous allez devoir utiliser l'annulaire, c'est-à-dire le quatrième doigt pour tenir votre porte-aiguille. Ça, c'est le message initial. Le deuxième message, c'est est-ce que vous devez introduire complètement le pouce et complètement l'annulaire? Non, c'est uniquement la pulpe du pouce et la pulpe de l'annulaire qui doit manipuler le porte-aiguille. Essayez de le fermer et de l'ouvrir. Comment vous faites pour l'ouvrir? Est-ce que ça s'ouvre facilement?
Moi, je parle vraiment maintenant, c'est-à-dire le B à bas, je suis avec vous comme avec voilà, des étudiants. Excusez-moi pour ceux qui sont déjà bien familiarisés avec les instruments, mais voilà. Je pense que pour ceux qui n'ont jamais manipulé de porte-aiguille, ça va être difficile pour eux d'ouvrir le porte-aiguille. C'est normal parce qu'il est cranté. Le porte-aiguille est doté d'éléments que vous voyez à ce niveau. On dit qu'il est cranté. Et donc, pour le fermer, bon, vous appuyez, il n'y a pas de souci. Mais pour l'ouvrir, si vous essayez d'ouvrir comme un ciseau, ça ne va pas s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut pousser avec la pulpe du pouce vers l'avant pour le libérer en quelque sorte. Et là, ça s'ouvre facilement. D'accord? Essayez de le faire, s'il vous plaît. Le but, c'est censé être un atelier pratique, voilà. Donc, vous poussez avec le pouce vers l'avant pour libérer le porte-aiguille et pouvoir donc manipuler l'instrument avec facilité. C'est bon? S'il vous plaît, justement, les deux médias, s'il vous plaît, si vous voulez bien aider les différents participants. Voilà, donc maintenant qu'on a justement parler des messages clés, des fils, des instruments. Vous connaissez les instruments, j'espère que voilà, vous avez les messages clés pour les utiliser. Comme l'a dit le professeur Mishbra, c'est un entraînement, donc je vous invite à avoir tous vos matériels, de vous entraîner chez vous juste sur un morceau de tissu et de manipuler les instruments de façon régulière. Comme ça, vous allez vous familiariser avec ces instruments. Donc maintenant, nous allons procéder à la première étape, c'est-à-dire réaliser un nœud, réaliser un point étant fait de plusieurs nœuds. Et donc, je vous invite donc à ouvrir votre fil. Avant, donc, je vais essayer de lancer une vidéo. Alors, est-ce que Hassan est là, s'il vous plaît? Ce qu'on va faire, c'est on va lancer des petites séquences vidéo de chacune des compétences que vous allez devoir acquérir en partant de la reconnaissance du matériel jusqu'à réaliser un point, puis dire un nœud, puis un point séparé et ainsi de suite. Alors, voilà, donc je vous invite à suivre la petite vidéo. Voilà, donc le matériel dont on a parlé, c'est exactement ça. Donc, inciser, pincer, couper. Voilà la technique de prise du porte-aiguille. Vous voyez ici son pouce qui est à peine introduit au niveau de... Alors, je vous laisse suivre. Ce qui vient d'être montré est important. C'est-à-dire, on a parlé du porte-aiguille, du fil. Maintenant, le porte-aiguille est censé prendre le fil. Il est censé prendre l'aiguille. Comment il va prendre l'aiguille? Il n'y a pas, c'est-à-dire, c'est vrai, il y a plusieurs façons, mais il y a une façon, on va dire, didactique ou pédagogique importante. Voilà, vous avez votre emballage de fil, vous l'ouvrez sans retirer l'aiguille. C'est pas votre doigt qui va retirer l'aiguille, c'est le porte-aiguille qui va devoir tenir l'aiguille et la faire sortir de l'emballage. L'aiguille, quand on a parlé tout à l'heure des 3/8, un demi-cercle et tout ça, donc en tout cas, quelle que soit sa longueur, vous allez devoir la tenir, je ne sais pas si vous zoomez, voilà. Vous allez devoir tenir à la jonction un tiers externe, ou plutôt un tiers interne, 2 tiers externes de l'aiguille. Ça, c'est juste la description classique, mais sincèrement, il y a différents moyens de tenir en fonction de ce qu'on veut faire avec, mais là, je vous transmets l'essentiel et le b à bas de ce que vous devez savoir. Donc, vous tenez l'aiguille à la jonction 1 tiers, 2 tiers, vous pincez comme vous avez appris à le faire, puis vous tirez votre aiguille et vous faites sortir l'aiguille. En général, c'est pas très bien fixé. Vous ajustez justement votre prise de l'aiguille. Vous ajustez votre prise de l'aiguille correctement. J'aurais aimé à ce que ça soit zoomé plus que ça. Alors, je vais juste expliquer. Donc, vous la tenez à la jonction tiers interne, 2 tiers externe, et la question qui se pose, c'est quel est l'angle que doit faire l'aiguille
avec le porte-aiguille. Est-ce que ça doit être 90 degrés? Est-ce que ça doit être moins que 90 degrés ou plus que 90 degrés? Eh bien, sachez que ça doit être un petit peu ouvert. L'angle que fait l'aiguille avec le porte-aiguille doit être un peu plus que 90, c'est-à-dire à peu près 100 degrés ou 110 degrés en fonction de ce que vous voulez réaliser. Pourquoi? Ceci a une explication anatomique. Vous savez, c'est pour l'ergonomie de votre travail, quand on est debout, quand vous faites une extension de votre coude, eh bien, surtout pour les filles, pour les femmes, sincèrement, il y a un caractère sexuel secondaire qui nous apprend que quand on est en extension du coude, l'avant-bras n'est pas vertical strict. Il est dévié vers le dos. Il est dévié vers le dos un peu chez l'homme, un peu plus chez la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que vous avez peut-être retenu il y a bien longtemps, la trochlée au niveau de l'humérus, dont la joue latérale descend plus bas que la joue médiale. Ça, c'est un détail à ne pas retenir, mais c'est juste pour vous expliquer que l'avant-bras est dévié latéralement quand on est en position d'extension sans faire d'effort. Et donc, pour travailler de façon ergonomique, on doit s'adapter à cette situation anatomique. Et on doit donc ouvrir l'angle que fait l'aiguille avec le porte-aiguille à plus que 90, à 100 degrés par exemple. Si vous tenez l'aiguille avec un angle fermé, vous allez être, c'est-à-dire pas à l'aise au moment où vous passez votre aiguille. Mais parfois, en se tuant dans des cavités profondes, on s'adapte à la chirurgie qu'on est en train de faire. Pour vous, vous allez travailler le plus souvent, si ce n'est toujours en superficie. Donc, retenez ce message, faites un angle de 100 degrés entre l'aiguille et le porte-aiguille. C'est bon? Voilà. Voilà, je vais lancer, s'il vous plaît. Continuez à suivre. Et voilà donc la façon de tenir la pince. On en a parlé tout à l'heure. Il faut que ça soit plus zoomé que ça. Il faut que ça soit zoomé directement sur la tête, s'il vous plaît. Voilà donc le ciseau. On a parlé de la façon de le tenir. On a parlé aussi des différents types de fils. Et là, on va passer à réaliser un point simple. Je vous laisse suivre. Après, on va réaliser ensemble le point simple. Alors, regardez ce qu'il fait. Il prend sa pince à disséquer. Le mieux, c'est que ce soit avec griffe. Il introduit l'aiguille dans la berge qui est à sa droite. Et puis, voilà, il récline l'autre berge. Il réintroduit l'aiguille dans la berge qui est à sa gauche. Il va donc tirer le fil au point d'avoir ce qu'on appelle deux chefs, un chef court et un chef long. Et puis, il dépose le porte-aiguille entre les deux chefs. Il fait 2 tours autour du porte-aiguille et il inverse la position de départ des deux chefs. Je sais que j'ai fait vite, je sais que vous n'avez peut-être pas retenu ce que je viens d'expliquer. On va le refaire ensemble tout de suite sur voilà. Tout de suite sur les pattes de veau que vous avez devant vous. Voilà, c'est bon. C'est bon, donc on va s'arrêter là, on passe à l'exercice. Alors, vous avez des gants, vous avez le matériel, vous avez la patte de veau, et on va donc commencer tout de suite. Merci beaucoup, c'est bon. Alors, s'il vous plaît, donc il va falloir inciser. Et pour inciser, il faut apprendre à mettre la lame au niveau du porte-lame. C'est pas évident aussi. C'est pas que c'est pas assez simple, mais il faut l'apprendre. Alors, donc vous ouvrez s'il vous plaît, mais attention, je pense qu'aucun de vous n'a une assurance avant de rentrer ici au labo. Donc faites attention pour ne pas vous blesser, s'il vous plaît. C'est très important. Et en principe, c'est avec un instrument, notamment l'Alsted, que vous faites sortir votre lame. Ah, il y a un petit souci. Attention, voilà. Est-ce qu'on a des lames 15? Parce qu'on a des porte-lames de lames 15. Voilà, il y a un problème. Là, il faut les lames 15. On va vous distribuer des lames 15, s'il vous plaît. Merci. Voilà, parce qu'il y a 2 types de lames. Il y a les grandes lames, les grandes lames, les petites lames. Et là, vous avez, je pense, tous des porte-lames qui s'adaptent plutôt à la lame 15, à la lame 11.
Donc, on va vous redistribuer les lames qu'il faut, s'il vous plaît. Alors, voilà. Donc, vous allez devoir, pour ceux qui ont déjà des petites lames, ils vont devoir apprendre à les monter sur le porte-lames. On a des collègues très gentils qui vont passer pour vous aider à le faire. Mais déjà, essayez de fixer sur l'écran. Vous tenez, s'il vous plaît, vous tenez donc la lame avec l'Alsted. D'accord? Et remarquez que l'obliquité de la partie, on va dire, inférieure de la lame, elle doit être orientée dans la même obliquité du porte-lame. Il y a une ligne oblique au niveau du porte-lame. Les deux doivent être parallèles. Vous avez remarqué? Il y a une petite ligne qui est parallèle. On ne peut pas, par exemple, tenir la lame comme ça. Vous voyez ici la ligne qui est oblique plutôt vers ma droite et la ligne ici du porte-lame qui est oblique vers ma gauche. Eh bien, il faut que les deux lignes soient parallèles l'une à l'autre. Et puis, vous introduisez d'abord la partie donc supérieure de la lame au niveau des deux échancrures situées des deux côtés du porte-lame et vous appuyez de façon douce jusqu'à ce que la lame prenne place au niveau du porte-lame. Vous allez donc entendre un petit clic qui signifie que la lame est bien coincée. Mais apprenez à le faire avec des instruments, avec Alsted et non pas au doigt parce que sinon vous allez vous blesser, vous risquez de vous blesser. Est-ce que c'est fait? Vous n'avez pas les lames? Oui, malheureusement, il y a les porte-lames qui sont plutôt adaptés aux petites lames. دابا جبنا لي خصهم 11 ولا 15. 11 ولا 15. راه مشى شكون يجيبهم. Voilà, en tout cas, si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Donc là, je pense que vous avez suivi sur l'écran. Maintenant, on va inciser, parce que sincèrement, le temps ne le permet pas, s'il vous plaît. Donc, on va faire une petite incision. Et sachez que la pâte de veau que vous avez devant vous va vous servir toute la journée. Donc, il faut économiser les différentes parties de votre pâte de veau et commencer par de distal à proximal, on va dire. D'accord? Donc, on fait comme ça. Alors, je vais donc inciser, s'il vous plaît. Je vais donc inciser de façon perpendiculaire. Et l'incision, c'est un atelier à part. On le fera après la pause. Comment inciser, comment tenir la lame perpendiculaire en fuseau, suivant les lignes et tout ça. Ça, c'est le deuxième atelier qu'on fera tout à l'heure après la pause. Maintenant, faites une incision comme il vous semble. D'accord? Comme vous voulez. Donc, je vais donc inciser. Donc, je me retrouve avec une plaie. D'accord? Cette plaie va devoir être fermée. Alors, comment on va la fermer? Donc, on va prendre donc le matériel qu'il faut, le porte-aiguille à la main dominante, la main droite, la pince à disséquer type Hudson avec griffe à la main gauche, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, en incisant la pâte de veau, vous allez vous retrouver avec deux berges, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Donc, vous allez vous retrouver avec deux berges. Une berge qui est proche de vous, c'est celle-là, et une berge qui est loin de vous. D'accord? Donc, tenez s'il vous plaît la pâte de veau comme ce que je fais moi, c'est-à-dire horizontale, pour qu'on fasse la même chose. D'accord? Donc, on a donc deux berges. Une berge qui est plus proche de moi et une berge qui est plus loin. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir faire un point simple. Vous l'avez vu sur la vidéo, mais c'était rapide. On va le faire ensemble. Alors, l'essentiel, ça c'est un message qui est très important à retenir. Est-ce que vous arrivez à voir la pointe de l'aiguille? Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais juste récliner la berge qui est loin de moi. Donc, je ne vais pas utiliser la berge qui est de mon côté. Je vais utiliser l'autre. Je vais la récliner et je vais introduire l'aiguille perpendiculairement au derme. Fixez, s'il vous plaît, la pointe de l'aiguille. Elle ne rentre pas parallèle à la peau. Elle rentre perpendiculaire à la peau. Vous appuyez pour enfoncer votre aiguille. Donc, vous allez devoir tenir un petit peu la peau avec les crochets ou les griffes de votre pince à disséquer. Vous faites un mouvement de rotation avec votre poignet pour que l'aiguille traverse les différentes couches de la peau. Et puis, on peut le faire en un temps ou en deux temps. On va d'abord apprendre à le faire en deux temps. Donc, vous récupérez votre aiguille, vous la repositionnez dans votre porte-aiguille. Et puis, cette fois-ci, on s'attaque à la berge qui est de mon côté. On fera pareil, mais cette fois-ci de la profondeur à la superficie. Je récline la berge vers moi. Je fais rentrer l'aiguille
toujours de façon perpendiculaire en face du point là où j'ai introduit le fil initialement. Je vais faire une petite astuce ici, je tends le fil. En général, il est imprégné de sang et ça me marque là où je dois faire rentrer mon aiguille sur la berge de mon côté. Et en face du point d'entrée de la berge de tout à l'heure, je fais rentrer l'aiguille de la profondeur à la superficie cette fois, et puis je tire le fil, voilà, sur toute sa longueur, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de faute d'asepsie. Il ne faut pas que le fil, bien sûr, touche ce qui n'est pas couvert par le champ que vous aurez donc mis en place au préalable, bien sûr. Et on se retrouve, comme j'ai dit tout à l'heure, avec deux chefs. Donc, le fil étant passé au niveau de la plaie, on se retrouve avec deux chefs. Ce qu'on appelle un petit chef, c'est ce bout de fil qui est de l'autre côté de la plaie. Et l'autre chef, c'est le long chef qui est loin. Alors, maintenant, on a le porte-aiguille et on a le fil en place. Quelle est la question qui se pose? Où dois-je placer le porte-aiguille? Est-ce que je dois le placer sous le petit chef, entre le petit chef et le long chef, ou sous le long chef? Le mieux à retenir, c'est-à-dire pour une initiation aux sutures, c'est de le placer entre les deux chefs. Donc, je place le porte-aiguille entre les deux chefs. J'ai à la main non dominante le long chef. Je fais enrouler le long chef un tour ou deux tours, voilà, pour ne pas rentrer dans les détails. On va faire donc deux tours sur le porte-aiguille. Et puis, le porte-aiguille va devoir récupérer là le petit chef. Le petit chef, il est où par rapport à moi maintenant? Il est loin. Je dois le remettre, c'est-à-dire dans l'autre côté de la plaie. Il doit plutôt venir vers moi. Donc, je vais inverser la position des deux chefs. Le chef lent qui était de mon côté va devenir plutôt de l'autre côté et le petit chef va devenir plutôt vers moi. Et remarquez une chose essentielle, j'espère qu'on arrive à la voir sur le tableau. Essaye de zoomer assez, Hassan, s'il te plaît. Voilà. Et j'ai insisté, je vous ai montré tout à l'heure une diapositive et je vous ai dit que le mot principal à retenir sur la diapositive était le mot la douceur, c'est vrai, mais c'était voilà, la manipulation de la peau. C'était le mot plat. C'était le mot plat. Plat, c'est-à-dire que votre nœud doit être plat. Qu'est-ce que c'est que plat? Plat, ça veut dire, là, vous voyez là, le petit nœud qui est là, il est horizontal, perpendiculaire aux deux berges. On dit qu'il est plat. Je vais donc le serrer. Il va se mettre en place perpendiculairement aux deux berges. S'il n'était pas plat, il serait une demi-clé. Donc voilà, là, je viens de faire un nœud plat. Je vais essayer de faire un nœud qui n'est pas plat pour que vous puissiez saisir la différence. Et c'est le nœud plat qui va tenir. Je vais l'ouvrir. Voilà. Si je ne fais pas de nœud plat, voilà, je vais faire juste un seul tour pour que le fil ne se bloque pas. S'il n'était pas plat, il serait comme ça. Et regardez que les deux, c'est-à-dire le nœud, si je le fais descendre, il sera perpendiculaire à l'une des berges et non pas, horizontal comme ça, perpendiculaire aux deux berges. Et en serrant, il sera déposé. Donc, on aura alors la plaie qui est dans ce sens-là et le nœud qui est horizontal ou plutôt vertical, ça dépend du sens de la suture. D'accord? Et puis, l'histoire n'est pas finie parce qu'il faut bloquer ce nœud. Il faut donc faire un deuxième nœud de la même manière, porte-aiguille entre les deux chefs, le chef lent étant ici de l'autre côté de la plaie, il doit venir plutôt vers moi, et le petit chef étant de ce côté, il doit passer de l'autre côté. Donc, je vais donc enrouler une fois ou deux, comme vous voulez. Je prends le petit chef, il était de mon côté, il doit venir de l'autre côté. Et le nœud, comment il est? Il est plat. Étant plat, il va donc bloquer le premier que j'ai utilisé. Je peux là le récliner d'un côté d'une berge, soit du côté de la berge qui est loin de moi, ou du côté de la berge qui est proche, et je le fixe avec un troisième. Il faut en général faire 3. Puis, je présente le fil à l'aide s'il y a un aide. Merci. Voilà. Et puis, on coupe avec une petite moustache. On laisse donc une petite longueur de fil qui va nous servir à retirer le fil. Est-ce que c'est compris? Vous avez suivi? Donc, il y a des points essentiels à retenir. 1, c'est que l'aiguille doit rentrer perpendiculairement à la berge. 2, c'est que le porte-aiguille doit être déposé entre les deux chefs, chef lent et chef court. 3, c'est qu'il faut obtenir un nœud plat. Voilà, ça c'est les mots-clés à retenir concernant la réalisation d'un nœud plat. Et voilà, allez-y, entraînez-vous. Vous avez 3 minutes
pour réaliser ce point et vous avez des encadrants très gentils qui vous transmettront le savoir. Ça va, ça marche? Donc, comme je vous ai dit, la journée est longue. On a beaucoup de choses, mais on ne pourra pas faire tout, mais bon, l'essentiel, c'est ça. Voilà. C'est vrai que, s'il vous plaît, je sais que... Pardon? Voilà. On ne va pas s'attarder, s'il vous plaît, sur le point simple. Il y a, comme je vous ai dit, la journée est longue et on aimerait avancer rapidement. Peut-être, comme j'ai dit, on va réaliser un atelier dédié co-suture. Est-ce qu'on peut revenir à la vidéo, c'est Hassan? Alors, s'il vous plaît. Donc, on va donc continuer. On va voir un autre point, s'il vous plaît, parce qu'on a pris beaucoup de temps. J'espère que ça devient facile. Déjà, un point simple. On va faire un point en U, d'accord, ou un point d'angle, c'est la même chose. S'il vous plaît. On va le faire une seule fois, très rapidement. Vous le faites une seule fois. Je vais vous donner une seule minute et puis on passera au surjet. Alors, je vous laisse donc voir la vidéo. Partagez bureau. Suivez, je vais le réaliser devant vous, faites-le une seule fois et on avance. Voilà, il va finir là le point 1. On aura l'occasion d'apprendre un jour. Voilà, c'est un point simple d'abord, ce qu'on a appris avec les mêmes règles. On introduit l'aiguille, on pousse le l'enchère, on obtient 2 chefs, mais après il inverse. Regardez, on inverse la prise, on rentre cette fois-ci de la berge loin de l'opérateur. Et puis on réintroduit l'aiguille au niveau de la berge proche de l'opérateur et on obtient une sorte de U, de la lettre U majuscule entre les 2 chefs. La même chose en fermant donc de façon
c'est-à-dire en obtenant un nœud plat comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Parfois, pour obtenir un nœud plat, on est obligé de croiser les bras. Comme vous l'avez vu, à un certain moment, il a croisé les deux mains pour que le nœud soit plat. Et c'est un message important. Pourquoi j'ai choisi de vous montrer ce point? Parce que vous allez peut-être en avoir besoin quand il y a une certaine tension. C'est un point qui est intéressant quand les deux verres sont éloignés. C'est pas bon sur le plan esthétique parce qu'il risque d'entraîner une ischémie au niveau des berges. Donc, ne l'utilisez que sur des endroits particuliers, au niveau de peau qui ont quand même une certaine épaisseur, comme le dos, comme le scalp, où la rançon cicatricienne n'a pas beaucoup d'importance, mais surtout pas sur un visage ou sur des zones exposées au regard. Voilà. Mais par contre, c'est important de connaître parce que de la même façon, vous allez faire des points dits points d'angle. C'est le même principe, sauf que le passage va être en intradermique. Et on va voir tout à l'heure un exemple sur vidéo. Donc, on va le faire ensemble. Ouais. Donc, vous prenez, s'il vous plaît, comme ce que vous avez appris à faire votre aiguille. C'est bon? Ouais, zoom encore davantage, voilà. Alors, on va faire donc d'abord un point simple, c'est-à-dire vous introduisez l'aiguille comme vous avez appris à le faire. Est-ce que vous voyez? Voilà, au niveau d'une berge. Oui, allez-y. Donc d'abord, un point simple, je le fais là en un seul temps juste pour gagner du temps. Voilà, je récupère. Si je voulais faire un point simple, j'aurais fait mon nœud, mais je veux faire un point en U. Donc je vais prendre l'aiguille dans l'autre sens. Donc je prends à la jonction un tiers, deux tiers. L'un de vos camarades m'a posé la question tout à l'heure. Et puis je vais rentrer cette fois-ci dans la berge qui est de mon côté. Je vais donc la récliner à la pince en s'éloignant du point de sortie de quelques millimètres, 2-3 millimètres. Je sors au niveau de la berge, je récupère l'aiguille pour le faire en deux temps, je récline la berge contralatérale et puis je respecte la même distance entre les deux points de sortie là au niveau de la berge qui est de mon côté pour sortir au niveau de l'autre berge. Voilà. Et puis, je tire sur le fil pour obtenir un nœud, pour commencer à faire mon nœud. Maintenant, il y a juste une petite astuce intéressante, s'il vous plaît. Alors, regardez, est-ce que je vais tirer sur le fil directement? C'est possible, mais si je tire directement sur le fil, qu'est-ce qui risque de se passer? Je risque que la boucle qui est là, elle risque de dilacérer la peau. Donc, ce que je vais faire pour raccourcir mon fil, c'est tirer sur la boucle pour raccourcir mon fil. D'accord? Je tire sur la boucle pour ne pas dilacérer la peau. Et ça, c'est des petits détails qui ont toute leur importance. Une fois que j'ai raccourci autant que je veux le chef court, là, je tire sur le chef lent. D'accord? Je ne tire pas sur la peau du tout. C'est ce que j'aurais fait si j'avais choisi de tirer directement parce que la boucle aurait tiré sur la berge qui est de mon côté et j'obtiens le U. Voilà la lettre U majuscule, voilà l'une de ces branches et voilà la deuxième branche. Et puis après, je n'ai qu'à faire mon nœud. Je pose le porte-aiguille entre le chef lent et le chef court. Je fais une boucle ou deux comme vous voulez et puis je pose un nœud plat. Voilà, pour que le nœud soit plat, j'ai dû croiser mes bras comme vous le voyez sur l'écran et puis je bloque ce nœud avec un autre nœud et j'obtiens donc un point en U, comme vous le voyez. D'accord? Et puis je coupe. Est-ce que vous avez suivi? Très bien. Non, on est en train de fermer le plan cutané, donc c'est un fil non résorbable. Voilà. Oui. Quand il y a de la tension, quand les berges sont vraiment éloignées l'une de l'autre et que vous n'arrivez pas à fermer avec un point simple, un point en U, il permet de rapprocher plus. Mais ne serrez pas très fort. Si vous serrez très très fort et puis il y a beaucoup de tension, c'est que il faut pas fermer par une suture simple. Il faut faire ce qu'on appelle des autoplasties, des petits lambeaux, comme ce qu'on va voir l'après-midi. Inch'Allah. Voilà, donc je vous invite à le réaliser très rapidement et puis on passe à un autre point. نديروا point d'angle او لا السكوت ولا ندير السكوت directement point d'angle بحال هذا تقريبا نديروا point d'angle. Voilà, il y a la vidéo, voilà.
Voilà, le point d'angle sur vidéo uniquement. Là, on dit le point dermique inversé. Voilà, c'est important. Et traîner, c'est très important. Ben, désolé sur G. Voilà, c'est bon. C'est de faire un petit tour de salle, comme ça. Donc, essayez de le faire, s'il vous plaît, rapidement. On va par la suite faire, je vais vous montrer donc une vidéo de point d'angle. C'est à peu près pareil, sauf qu'on va passer en intradermique au niveau de l'une des berges. Puis, je vais vous projeter aussi une vidéo de ce qu'on appelle le point loin, près, et puis le Blerdonati. Et puis, on fera un point dermique inversé et on passera au surgé. Voilà. Intéressant de montrer le point en X. Est-ce qu'on fait de biopsie au punch? Oui. Je pensais non. Le point en X, c'est plutôt pour les muscles qu'on utilise. Pour fermer un muscle, on utilise un point en X. Je me suis dit que... On a appris que pour la biopsie au punch, Hein? quel est le meilleur type? Parce que c'est rond. Il n'y a pas de problème. Vous faites un U. Un petit U, voilà. Un petit U, il va vous fermer le truc en entier. Le point en X, si vous voulez qu'on le fasse, on le fait tout de suite, oui. C'est aussi intéressant, bien sûr. C'est ce qu'on nous a montré pour la biopsie au punch. Oui. Parce que c'est un point en X. Ça ferme l'ensemble. Oui, si vous voulez. D'accord. Bien sûr. Après, si vous faites un point dermique inversé, c'est encore mieux sur le plan esthétique. Je vais vous montrer donc le point en X. Juste sur une biopsie, bien sûr. Ça dépend du rang du test. Ça dépasse pas généralement 1 cm. 1 cm à la tir. Généralement, on fait des... D'accord, des petits trucs. 4 mm. D'accord. En tout cas, vous aurez le choix de tous les points que vous voulez. Je vais donc vous projeter le point en X tower. Peut-être pas vous donner le temps de faire. À mon avis, je fais un point si je fais même un rang, je fais un point dermique inversé et peut-être juste un petit point très superficiel que je retire dans les 2 jours qui suivent. Et je vais insister beaucoup sur cette mention à la fin de la présentation, si j'assure une fermeture du derme correctement, c'est l'essentiel. J'aurais même pas besoin de faire un point superficiel qui aurait laissé sa trace. Je n'avais pas imaginé le dermique. Le dernier? Un petit cercle, je sais pas. J'ai pas compris la question. J'avais pas imaginé. À imaginer comment faire. Je vais le faire tout de suite. D'accord. Voilà, donc sur votre demande, avec plaisir. Alors, donc, s'il vous plaît, on va donc devoir avancer.
Je m'excuse, mais je suis obligé d'aller vite parce qu'il reste encore 2 ateliers. Alors, sur la demande de l'une de vos collègues, elle veut voir un point en X. Donc, on va donc montrer un point en X. Voilà. Alors, il y a certains points que je vais vous montrer sur vidéo. J'aurais aimé à ce que vous fassiez tous les points, mais le temps ne le permet pas. Je vais vous le montrer sur vidéo, vous l'expliquer. Si vous voulez voilà, le pratiquer, avec plaisir. Voilà, je vais partager avec vous toutes les vidéos. Vous aurez là, tout ce qui est enregistré. Voilà. Voilà. Là, avec le Plex, au contraire, elle, j'aime pas trop. Voilà, toutes les vidéos, voilà. Bien sûr, avec plaisir. Même l'enregistrement d'aujourd'hui, on va le mettre sur une chaîne YouTube du labo et disponible aussi sur le site et vous pouvez y accéder quand vous voulez. Voilà, avec plaisir. Donc, je vais revenir au point en X, voilà. Là, il va finir. Et je vous invite à suivre. Le point en X est, je dirais, le plus simple. C'est pas compliqué. Obtient un X à la fin de la suture. Voilà. Alors, je vais vous le faire puisque vous le demandez, je vais vous le faire tout de suite. Voilà. S'il vous plaît, n'incisez pas plusieurs fois. Retirez le point que vous avez fait et faites un nœud parce qu'il faut qu'on économise la pâte de veau, c'est important. Sincèrement, en ce qui nous concerne, c'est ce que j'ai discuté avec votre collègue. Le point en X, on l'utilise pour le muscle, normalement, parce qu'il est hémostatique et bon, la rançon cicatricielle pour un muscle, vraiment, ça n'a aucune importance. Mais elle m'a fait savoir que vous l'utilisez pour les petites biopsies en pinche, parce que la perte de substance est sous forme arrondie et voilà, c'est utile pour vous. Je n'ai pas vraiment d'objection là-dessus. Sauf qu'il ne faut pas trop le serrer. Il faut apprendre à retirer les points rapidement pour qu'il n'y ait pas de traces, on va dire, très visibles. Voilà. Mais sincèrement, le message que j'ai appris et que j'utilise, c'est qu'on l'utilise pour le muscle. Voilà. Alors, on va le faire tout de suite. S'il vous plaît, essayez de suivre. Il n'y a pas plus simple que ça. On va zoomer, si vous permettez, sur la plaie, s'il te plaît, Hassan. Voilà. Encore. Voilà. Alors, je vais faire un point simple. C'est-à-dire, je vais commencer comme ce qu'on fait pour un point simple. Je vais introduire l'aiguille au niveau de la berge qui est plus loin que moi, puis au niveau de la berge qui est juste à côté. Et après, tout à l'heure, pour réaliser un point en U, il a fallu que j'inverse l'aiguille, n'est-ce pas? Pour rentrer dans la berge qui est à côté. Là, je vais ni inverser ni rien du tout. Je vais juste tirer le fil vers moi pour ne pas gaspiller le fil. Et puis, je ferai pareil. Je vais rentrer dans l'autre berge, dans le même sens, sans faire le nœud. Je vais rentrer juste à côté, là. Puis, au niveau de l'autre berge, tout simplement. Voilà. Je vais tirer sur mon aiguille. Et là, pareil, parce que c'est un message sur lequel j'insiste beaucoup, je vais tirer sur la boucle pour ne pas dilacérer les tissus. Puis, je tire le fil. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un chef court au niveau de la berge qui est loin de moi, mais proche de ma main droite, et un chef lent qui est sur la berge de mon côté, mais proche de ma main gauche. Je place le porte-aiguille entre les deux chefs et de la même manière, donc je fais juste un seul tour, de la même manière, je récupère le chef court et je fais mon point et regardez qu'est-ce que j'obtiens à la fin. Vous avez donc appris à reconnaître la lettre X majuscule et c'est un X majuscule et donc c'est pour ça qu'on l'appelle un point en X. Voilà, essaye de zoomer ici, s'il te plaît. Voilà, c'est un point en X parce que ce qu'on obtient à la fin de la suture,
c'est un X. Si vous voulez le faire, faites-le, bien sûr. Voilà. Et puis, on coupe, bien entendu. Voilà. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Donc, ce qu'on va vous projeter maintenant, c'est un point, peut-être que je ne vais pas vous donner le temps de le faire parce que c'est presque comme un point en U, sauf que l'introduction de l'aiguille va se faire sur une même ligne, au lieu que ce soit deux lignes décalées. Et ce point, c'est ce qu'on appelle le point de Blair-Donati. Et on peut aussi l'appeler le point loin, loin, près, près. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. D'accord? C'est un point qui est utilisé quand il y a là encore de la tension, c'est-à-dire quand les deux berges sont un peu éloignées l'une de l'autre et qu'on a besoin d'un point qui est solide pour rapprocher les deux berges. Ceci dit, il n'est pas bien sur le plan esthétique. Ça sera une rançon cicatricienne non acceptable. Mais c'est utilisable comme le point en U quand il y a de la tension. Nos collègues traumatos l'utilisent malheureusement beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de tension sur les berges et ils l'utilisent pour rapprocher les berges. Nous, presque jamais. Mais quand il y a de la tension, on est obligé de le faire. Et faites-le au niveau de zones cachées, pas au niveau du visage, bien sûr. Voilà, donc je vous laisse suivre. Et puis, je vais vous expliquer, bien sûr. Il introduit donc l'aiguille, mais il l'introduit loin. Regardez cette distance-là, de là à là. C'est beaucoup. En principe, voulant faire un point esthétique, on est proche de la berge. Et puis, il va sortir loin. Donc, il rentre loin au niveau d'une berge. Il sort loin au niveau de l'autre berge. Après, il fera comme ce qu'on a fait pour le point en U. Il va inverser la prise de l'aiguille, mais cette fois-ci, il va rentrer près de la berge. D'accord? Au niveau de la berge, là où il vient de sortir, et puis il sortira près. Donc il est rentré loin, il est sorti loin. Il va rentrer près et va sortir près, venant de points loin, loin, près, près. Et la suture, elle se fera bien sûr sur la berge initiale. Voilà. Et ça va bien rapprocher les berges. Il sera ischémiant, il ne sera pas bien sur le plan esthétique, mais il aura joué son rôle qui est celui de rapprocher des berges distantes l'une de l'autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle un point de Blair-Donati ou point loin, loin, près, près. Vous avez de la tension. Alors, maintenant un point intradermique. Celui-là, je vais vous laisser le temps de l'exercer. Mais il est un petit peu compliqué, je vais vous le montrer. Regardez ce qu'il fait. Il va introduire l'aiguille sans sortir au niveau de l'épiderme. On peut le derme en introduisant l'aiguille de la profondeur à la superficie. Au niveau de la berge, loin de l'obturateur, et dans le sens opposé, de la superficie à la profondeur. Au niveau du derme. Et au niveau, pardon, de l'épiderme, et ça sera le nœud, il sera enfoui. Le nœud, il est en profondeur, il n'est pas vers la peau. C'est ce qu'on appelle un point dermique inversé. C'est le nœud star, si vous voulez, en chirurgie esthétique. C'est le point star qu'on utilise souvent. Et rien que ce point-là, je dirais c'est l'essentiel. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
la suture du derme est la suture la plus importante. Le derme étant la structure la plus solide de la peau, si vous assurez une bonne suture du derme, le tour est joué. Parfois, si ce n'est pas souvent ou toujours, ce n'est même pas la peine de faire des points sur la peau, sauf pour corriger éventuellement des petites imperfections. Mais sinon, tout se fait en profondeur en éversant les berges. Donc, je vais vous faire ce point-là parce que il est important. Je vous laisserai le temps de le pratiquer et puis on passera peut-être à la pause avant les surgés. On verra, ça dépend de. Voilà. Alors voilà, donc on va faire un point inversé. Et quel est le fil que vous devez utiliser pour ce point à votre avis? Résorbable, bien sûr, résorbable. Soit du vicryl, c'est du fil tressé, soit du monocryl, c'est du monofilament. J'avais expliqué que le monofilament a l'avantage de coulisser facilement et puis il est de couleur qui est intéressante au niveau du visage, ça n'apparaît pas sous la peau, c'est intéressant, il coulisse bien, il est solide aussi. Le vicryl, il est encore plus solide étant tressé. Et voilà, donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Alors, essayez de suivre. Voilà. Je vais juste élargir un peu pour que ça soit mieux visible pour vous. Et c'est un point que vous devez apprendre à faire parce que, comme j'ai dit, sur le plan esthétique, il est intéressant. Alors, si vous vous rappelez bien, à chaque fois que je vous explique un point simple, je vous ai dit qu'il faut commencer par la berge qui est loin de vous. J'ai toujours dit ça, mais maintenant, je vais dire le contraire. Maintenant, je vais dire qu'il faut commencer par la berge qui est plutôt proche de moi. Donc, je vais récliner avec l'Addison avec griffe. C'est plus simple parce que ça me permet de ne pas exercer de pression importante sur la berge pour trouver le derme. Et je vais introduire l'aiguille de la profondeur à la superficie au niveau de la berge qui est de mon côté. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Oui, très bien. Voilà, de la profondeur à la superficie. Et je vais récupérer mon aiguille. Je ne suis pas sorti au niveau de l'épiderme. Je suis resté sous l'épiderme. Ce qui m'intéresse, c'est le derme. Je vais récupérer mon aiguille en gardant en mémoire la profondeur que j'ai prise au niveau de la berge de mon côté. Parce que c'est important de prendre la même épaisseur, la même profondeur. Sinon, j'aurai un décalage dans le sens vertical. Il faut respecter cela. Il faut aussi respecter le point d'entrée au niveau de l'autre berge. Et je vous ai déjà donné une astuce tout à l'heure. En général, il y a du sang, là, il n'y a pas de sang. Voilà. Comme il y a du sang, je vais donc tirer un petit peu sur le fil. Il va me tracer, il va me laisser un petit peu de rouge là. Ça va me permettre de détecter le point d'entrée. Et pareil, je vais récliner la berge qui est loin de moi. Je vais chercher le derme. Je vais introduire l'aiguille au niveau du derme. Et puis, je vais donc faire une rotation au niveau de mon poignet pour sortir en prenant à peu près la même épaisseur que celle que j'avais prise du côté de la berge de mon côté. Je vais récupérer mon aiguille et qu'est-ce que j'obtiens alors? J'obtiens la fameuse boucle. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tire? Non, je tire sur la boucle pour ne pas dilacérer les tissus. C'est des petits détails très importants sur le plan esthétique. Peut-être pas pour d'autres spécialités, mais en ce qui nous concerne et en ce qui vous concerne, c'est important de respecter cela. Je tire jusqu'à obtenir un chef qui est court et un chef qui est long et économiser le fil. Et là, c'est la même histoire qui se répète. Je vous montre ici la plaie ouverte et les deux positions des deux chefs, s'il vous plaît. Le chef court qui est de mon côté et le chef long qui est plus loin. Donc, la même histoire se répète. Je pose le porte-aiguille entre les deux chefs. Je fais un tour ou deux autour du porte-aiguille. Je prends le chef court, je le mets au niveau du côté opposé de sa position initiale, et puis je serre et je fais un mouvement là vers la droite pour serrer mon poing, et je fais un autre nœud pour le bloquer, et le tour est joué, la plaie est fermée, le nœud est profond, il ne sort pas au niveau de l'épiderme, c'est bien sur le plan esthétique, ça affronte bien les berges, et ça assure une bonne solidité en affrontant le derme. Voilà, essayez de le faire s'il vous plaît. Voilà, le temps qu'on prépare peut-être la pause.
pause, voilà. D'accord. C'est bon. Donc, s'il vous plaît, on va se permettre quand même une petite pause. Et puis, on fera juste après les surgies. Puis, on parlera des incisions, de l'anesthésie locale, l'anesthésie tronculaire, puis comment inciser, comment faire des exérèses de tumeurs. Et voilà, en attendant l'après-midi pour l'initiation aux autoplasties. Voilà, donc on prend une pause, s'il vous plaît, La pause, c'est juste à côté. de, La de, salle des TD, la salle des TD. de 10 minutes. C'est comme ça. Yallah, 10 minutes. Voilà, donc s'il vous plaît, on va reprendre. Donc avant c'est-à-dire de terminer la matinée, il reste encore au programme deux éléments. Le premier, c'est la réalisation de surgés. Donc on a vu jusqu'à présent les points simples. Maintenant, donc pour récapituler jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? J'espère que vous avez retenu l'essentiel par rapport au point clé, c'est-à-dire suturer le derme, pas de décalage, comment vous avez pris connaissance par rapport à lire l'emballage du fil, à reconnaître les différents types de fils, les différentes familles de fils. Vous avez aussi fait connaissance avec les instruments, comment les manipuler, comment les tenir. Et puis, on a vu comment faire des points simples. Maintenant, on va faire des surgés. Et les surgés, on va parler, il y a différents types de surgés, comme vous allez voir, mais on va s'entraîner sur deux surgés. Le surgé dermo-épidermique, c'est le surgé simple, puis le surgé intradermique. Et puis après, on passera à un autre atelier qui concernera l'exérèse de tumeurs, depuis le tracé jusqu'à l'exérèse en passant par l'anesthésie. Donc, je vais donc lancer la vidéo pour suivre la réalisation d'un surgé simple, dermo-épidermique. On va passer à l'action et on continue. Voilà, donc je vous laisse suivre. Alors, voilà comment on commence un surgé. S'il vous plaît, on commence un surgé en réalisant un point simple. Il faut faire le point simple. Mais au lieu de couper le fil comme ce qu'on aurait pu faire, on ne va pas le couper. On va continuer à introduire le fil tout le long de la plaie jusqu'à finir le surgé. Je vous laisse suivre. Après, je vais vous expliquer en réalisant le geste devant vous. Voilà, donc on fait un point simple, mais on n'utilise pas de ciseaux. On réintroduit l'aiguille juste à côté en respectant les distances. Histoire de 1 cm, un demi-centimètre de la longueur de la plaie, la longueur de vous avez à suturer. Pour réaliser le passage de façon régulière et symétrique. Vous introduisez l'aiguille comme vous avez appris à le faire avec le point simple, en suivant toute l'étendue de la plaie. Voilà. Remarquez ici que la distance doit être à peu près égale entre ce point-là et celui-là. Et puis entre celui-là et le suivant, on doit respecter à peu près la même distance. Et remarquez aussi que l'aiguille, c'est-à-dire l'axe, on va dire le grand axe de l'aiguille est perpendiculaire à la berge, aux deux berges, à la plaie. On obtient alors un fil qui est plus ou moins oblique. Donc il faut respecter la même distance entre les points et la même distance entre le point de sortie, entre le point d'entrée et le point de sortie. Pardon? Oui. Voilà, très bien, c'est une bonne question. Comme j'ai dit, ce surgé simple s'appelle surgé dermo-épidermique. On va donc prendre épiderme et derme en entier et on continue. Voilà. Tout à l'heure, on verra le surgé intradermique où on prendra que le derme. Là, c'est un surgé dermo-épidermique, ça doit prendre l'épiderme et le derme. Est-ce qu'on prend aussi l'hypoderme? Non, ça n'a aucune espèce d'intérêt parce que c'est de la graisse. La graisse n'a aucune solidité et donc il faut prendre épiderme et derme. Voilà.
C'était presque fini. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment on va bloquer. On va finir notre survie. On est arrivé à la fin de la plaie. À un certain moment, on laisse une boucle. Voilà, à la fin de la plaie, on laisse une boucle. On récupère la boucle et on fait le point, tout simplement, comme un point simple que vous avez appris à faire. Tout simplement. Donc, vous allez donc prendre la boucle et non pas le petit chef. C'est la différence qu'il y a. Et vous coupez, vous obtenez un nœud. Juste un petit détail aussi qui est important sur le plan esthétique. Je vais vous le dire, j'attends juste à ce qu'il coupe, voilà. Il va donc fermer et en principe on met trois nœuds pour bloquer les différents nœuds. Voilà, et il coupe. On fera tout à l'heure le sujet passé. Je voudrais juste dire, donc avant de commencer à réaliser le geste, votre camarade m'a posé la question par rapport à la profondeur, c'est une bonne question, mais l'autre question qui se pose est est-ce qu'on doit serrer le nœud? Si c'était une aponévrose, si on était en train de fermer une aponévrose pour corriger, je ne sais pas, un diastasis, pour fermer, c'est-à-dire un orifice dernier et tout, oui, il faut le serrer. Mais quand on est au niveau de la peau, notre but principal, c'est qu'il n'y ait pas de cicatrice inesthétique à la fin de l'intervention. Donc, il faut à peine poser le fil. Il ne faut pas le serrer. À peine vous rapprochez les berges, dès que vous mettez la berge l'une au contact de l'autre, vous passez pour faire un autre passage. Mais ne serrez surtout pas. Si vous serrez, vous allez vous retrouver, surtout si vous ne retirez pas votre fil rapidement, avec l'aspect inesthétique que vous connaissez en échelle de perroquet, voilà, que ce soit par surjet ou par points séparés. Donc ne le serrez pas et gardez en mémoire qu'il y aura c'est-à-dire quoi que vous fassiez, il y aura un œdème post-opératoire. Et que en laissant une certaine liberté au niveau du fil, avec l'installation de l'œdème au niveau des berges, ça sera un petit peu serré. Donc, prenez en considération cela pour qu'il n'y ait pas de compression exagérée sur votre suture. Donc, on va réaliser ce surjet. Vous allez aussi le pratiquer et on passera à l'intradermique qui est aussi important. Voilà, alors, la lame. Alors, on va zoomer davantage, s'il vous plaît. Alors, donc, vous prenez votre aiguille, je vous rappelle, avec un angle qui est, s'il vous plaît, ouvert. C'est-à-dire l'angle que fait, c'est juste des rappels pour ceux qui viennent de joindre, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, vous prenez donc avec un angle qui est ouvert entre l'aiguille et le porte-aiguille, et puis vous rentrez au niveau de la berge qui est loin de vous. Vous faites votre nœud et votre point simple comme tout à l'heure. Pas rien de particulier. Donc, je fais vite parce que c'est déjà fait, c'est déjà vu. Donc, un nœud plat, comme vous l'avez remarqué. Un deuxième nœud pour bloquer le premier et un troisième. Et là, en principe, pour faire les choses comme il se doit, l'aide opératoire va devoir prendre une pince Alsted et la fixer ou tenir le petit chef pour le mettre sous tension. Voilà, et le mettre en principe sur une compresse pour que ça soit propre et voilà, réalisé de façon correcte. Puis, pour qu'il ne vous gêne pas, parce que si vous le laissez comme ça suspendu, au moment où vous allez vouloir faire d'autres passages, ce petit chef risque de s'incruster dans vos points. Donc, vous le mettez ou l'aide opératoire va le mettre sous tension par une pince Alsted. Et puis, vous avez remarqué que je n'ai pas coupé le fil, bien entendu. Je vais refaire d'autres passages. Voilà, je vais choisir par exemple de l'introduire à 0,5 cm du premier, que ça soit dans la berge qui est loin de moi ou proche de moi. Je tire sur le fil. Il faut que l'aide opératoire joue son rôle en évitant que le fil prenne d'autres instruments à côté.
s'il vous plaît. Non, non, juste, voilà. Merci. Juste pour que le fil ne vous gêne pas, j'introduis. Voilà. Si c'est pour bloquer le fil, je peux le bloquer là avec ma pince et le LED va lâcher. Je tire et j'avance. Voilà, il va encore me tenir le fil. Les surjets sont toujours tenus par l'aide opératoire. Quand vous avez un aide opératoire, c'est très intéressant, très important. Quand vous ne l'avez pas, vous pouvez bien sûr vous débrouiller, mais le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui vous aide. Et on avance. Voilà. Remarquez ici, c'est à peu près la même distance qu'on respecte. On n'est pas très loin de la berge. La distance entre là et là est à peu près pareille entre là et là. Et puis, on avance jusqu'à finir notre suture. Supposez que c'est déjà la fin de la plaie. Alors là c'est la terminaison de notre surjet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder quand même une certaine longueur au niveau de la boucle. On garde une certaine longueur au niveau de la boucle qui va jouer le rôle de petit chef. Et là, donc, on va poser, comme tout à l'heure, le porte-aiguille entre le chef long et la boucle qui joue ici le rôle de petit chef. On va l'enrouler à un seul tour ou 2 tours, comme vous voulez. Et puis, on tire sur la boucle et on fixe notre surjet. Voilà. On le présente par la suite à l'aide opératoire qui va couper le fil, qui va couper aussi le chef de tout à l'heure, et le tour est joué. On a donc un surjet qui est réalisé. Donc, faites pareil, s'il vous plaît, et on passe au surjet intradermique. Oui. Alors, votre camarade pose la question suivante, s'il vous plaît, qui est intéressante. Quelles sont les contre-indications de réaliser un surjet? Il n'y a pas vraiment de contre-indications dans le sens où même quand il y a une cavité, supposez que vous opérez un lipome, par exemple. Donc, le lipome, s'il est d'une certaine taille, en le retirant, on va laisser une cavité. Cette cavité, il faut, dans la mesure du possible, la colmater par des pans profonds. Si vous ne le faites pas et que vous choisissez quand même de faire un surjet, ne le faites pas sur toute l'étendue de la plaie. Parce que qu'est-ce qui pourrait gêner? C'est un hématome éventuel qui se constitue. Et si vous utilisez un surjet du début à la fin de votre incision, ça ne sera pas possible de l'évacuer sans retirer tout le surjet. Donc, faites une partie par un surjet parce que c'est rapide, un surjet, et gardez quand même 2 points ou 3 sur l'une des extrémités de l'incision pour qu'au cas où il y ait un hématome ou pas, vous libérez juste 1 point ou 2 pour évacuer l'hématome, mais vous gardez votre surjet. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication. C'est rapide, ça fait gagner du temps. Quand la plaie est longue, on l'utilise sans aucun problème. Sauf que le plus souvent, là encore, pour des raisons esthétiques, je préfère plus un surjet intradermique qu'un surjet dermo-épidermique. D'accord? Voilà. Donc, essayez de vous entraîner 2 petites minutes et on passe au surjet intradermique, puis on lancera le deuxième atelier.